Donc je reçois Corentin Dupré, qui est vice-président au conseil départemental de Seine-Saint-Denis, en charge des mobilités durables. Et donc je vous reçois dans le cadre de l'aménagement de l'ancienne route nationale 2, qui est la départementale 932. Bon, déjà, bonjour Monsieur Dupré. Bonjour Monsieur Boissier. Vice-président au conseil départemental de Seine-Saint-Denis. Mobilité durable, développement du territoire. Voilà, en gros, les questions de mobilité, voirie, transport, tout ça au sens large. Pas les questions de travaux en tant que telles, mais de fait, les questions de travaux de voirie, je suis un peu au courant de ce qui se passe. Très bien. Donc, dans ce cadre d'aménagement qui va durer quelques temps, quelle est la durée prévue des travaux et quand est-ce qu'ils vont commencer ? Je réponds à votre question précisément et puis après peut-être un petit mot sur l'importance de cette voirie pour le département de la Seine-Saint-Denis. On est sur un linéaire de 7 km de la frontière parisienne jusqu'au Bourget, puisque c'est de cette partie-là dont on parle. Et la réalité, c'est qu'on a été obligé pour plein de raisons, des raisons d'opportunité, mais aussi des raisons de calendrier de travaux indépendants de notre volonté, de phaser. Il y a différents linéaires qu'on considère pas de la même manière. Donc les choses vont commencer d'abord sur le secteur du Bourget, parce que l'objectif c'est que les travaux soient livrés pour le coup fin 2023, parce qu'on est sur un territoire olympique, avec la proximité immédiate du village des médias, la proximité immédiate des épreuves d'escalade, la proximité immédiate également des épreuves de tir, dont on pense, contrairement aux rumeurs qui ont pu jaillir dans les médias il y a quelques semaines, dont on pense qu'elles seront maintenues sur le site du terrain des essences, donc en marge du parc Georges Valbon, dont je rappelle qu'il sera quand même étendu par rapport à sa réalité aujourd'hui. Il y a eu, je fais une petite parenthèse, il y a eu des déclarations un peu rapides d'un certain nombre de représentants du COJO, selon lesquels les épreuves seraient finalement délocalisées à Châteauroux. Je crois savoir que suite à l'intervention ferme du président du conseil départemental Stéphane Troussel et d'un certain nombre d'autres élus du territoire, le COJO a fait marche arrière et que ces épreuves de tir auront bien lieu. Parenthèse refermée, donc le secteur du Bourget qu'on doit traiter en priorité, des travaux qui doivent être terminés en 2023 et donc qui vont débuter pour ce qui concerne les travaux préparatoires au mois de mars, donc là dans incessamment sous peu, dans les semaines qui viennent, et qui vont s'intensifier avec un objectif de livraison fin 2023. On a ensuite le secteur Aubervilliers-Pantin qu'on va commencer à traiter également dans le courant de l'année 2022, du moins pour la partie qui est comprise entre la rue Émile Dubois et la rue Trévet. Donc en gros depuis le carrefour Aubervilliers-Pantin 4 chemins jusque, pour ceux qui connaissent, le cirque Zingaro. Et puis on traitera un petit peu plus tard, dans le courant de l'année 2023, la partie qui est comprise entre la station Aubervilliers-Pantin 4 chemins et la porte de la Villette. Et puis il y a deux sections qui sont plus compliquées. La section d'abord de la Courneuve, qu'on souhaiterait pouvoir traiter rapidement, mais il va y avoir des travaux assez importants, indépendants de notre volonté et qu'on soutient, parce que la RATP souhaite installer un centre de remisage et de maintenance de la ligne 7 derrière la station terminus actuelle, la Courneuve 8 mai 45. Donc, ce qui engendre des travaux. Il va y avoir des travaux. Voilà, il va y avoir des travaux, et je le dis parce que ça pourrait intéresser vos auditeurs. Ce centre de maintenance et de remisage qui sera donc derrière la station La Courneuve, nous, on veut aussi en faire une opportunité pour demander à Île-de-France Mobilité de constituer un dossier d'émergence pour un prolongement éventuel de la ligne 7 jusqu'à la gare du Bourget, pour avoir une interconnexion avec le Grand Paris Express, notamment prolonger la ligne 7 sur une station. En gros, comme la RATP va creuser, et que en gros la moitié de la distance entre la Courneuve et le Bourget va être creusée, on pense qu'il n'y a plus qu'une moitié à creuser derrière. D'accord. Et que le prolongement de cette ligne 7 jusqu'au Bourget aurait beaucoup de sens. Donc ça, on va être sur des aménagements transitoires et on ne pourra reprendre de façon très ambitieuse la RD 932 sur le secteur de la Courneuve qu'au terme des travaux de la RATP. Et puis il y a un dernier secteur qui sera traité, lui, pour le coup, au terme des travaux d'aménagement du pôle gare du Fort d'Aubervilliers. C'est le secteur du Fort d'Aubervilliers qui concentre beaucoup de travaux, sur lequel on a une grande ambition avec Plaine Commune qui est sur la maîtrise d'ouvrage du pôle gare. Mais on peut pas
Imaginez aujourd'hui faire des travaux alors qu'on va avoir des norias de camions pour le chantier de la gare, le chantier préalable de la piscine, et puis c'est un espace vraiment qu'il faut qu'on requalifie en profondeur et qu'on pense notamment l'intermodalité avec la future ligne 15. Donc voilà, pour répondre à votre question, j'ai été un peu long du coup. En 1, et ça commence très vite, le secteur du Bourget. En 2, et ça commence dans pas longtemps, le secteur nord d'Aubervilliers-Pantin. En 3, le secteur sud d'Aubervilliers-Pantin. Et en 4, avec un peu plus de délai, la Courneuve et le secteur du Fort d'Aubervilliers. Alors du coup, tout ça, ça va engendrer des problèmes de circulation, et il y en a beaucoup. Alors comment ça va être géré, toutes ces problématiques de circulation? Comment ça va s'organiser avec les travaux? L'avantage du phasage, déjà, c'est qu'on n'aura pas des problèmes sur l'ensemble du linéaire. Oui, déjà, après, il n'y a jamais de travaux sans implication sur la circulation. Mais on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, la circulation est particulièrement fluide sur la RD 932. Et c'est justement l'enjeu et l'objet de cette requalification, c'est de se dire qu'il faut mieux partager les usages. Qu'aujourd'hui, par exemple, sur le secteur du Bourget, j'ai vu un schéma quand j'ai pris la délégation qui est la mienne, qui montre que la largeur de façade à façade, elle est de 35 mètres. Et sur les 35 mètres, il y a 7,50 mètres seulement qui sont consacrés aux mobilités actives. Donc la marche et le vélo, sachant que les aménagements cyclables aujourd'hui sont réduits à la portion congrue. On a des trottoirs extrêmement étroits et par contre on a des voies de circulation nombreuses, larges, ce qui n'empêche pas aujourd'hui le secteur d'être souvent embolisé avec des embouteillages fréquents aux heures de pointe du matin et de l'après-midi. Et donc aussi parce que cette voirie fait partie du fameux RER vélo, donc le projet du collectif vélo qui est repris par la région Île-de-France, sur lequel l'ensemble des collectivités franciliennes sont maîtres d'ouvrage sur leur voirie. L'ex-RN2, donc la RD 932, elle fait partie de ce réseau. C'est la ligne B1 qui a vocation donc à relier Paris à l'aéroport Charles de Gaulle. Et donc, il y a une ambition partagée par tout le monde, et nous on la porte, d'aménagement cyclable qualitatif, confortable, avec des pistes qui se prêteront demain vraiment à des circulations massives et sécurisées et continues de cyclistes du nord au sud ou du sud au nord. Donc l'idée, c'est vraiment de rééquilibrer les usages en faveur des cyclistes, mais en faveur aussi, et j'insiste beaucoup là-dessus, des piétons, parce que on a, je vous le disais, des trottoirs qui sont vraiment extrêmement réduits, souvent encombrés, avec du mobilier urbain dont on se demande à quoi il sert, qui n'est pas forcément toujours très adéquat et très en phase avec les usages de l'espace public. Et donc l'idée, c'est d'élargir les trottoirs, c'est d'avoir des aménagements cyclables qualitatifs. C'est aussi de repenser la place des transports collectifs et notamment des lignes de bus qui sont nombreuses sur cette ex-route nationale. On a par exemple sur le secteur du Bourget, qui est celui qu'on va traiter en priorité, des arrêts de bus qui sont sous-dimensionnés par rapport aux besoins. Et donc en ayant des arrêts de bus reconfigurés où on pourra attendre son bus dans de meilleures conditions, notamment quand il pleut, on est convaincu que ce sera autant de report modal. Et donc, à terme, ce sera moins de voitures, ce sera plus de gens dans les transports en commun, ce sera plus de gens à pied, ce sera plus de gens sur les vélos. Et je crois vraiment que ce projet, pour les habitants du Bourget, de la Courneuve, de Pantin et d'Aubervilliers, ce sera du mieux vivre. Alors oui, il y aura sans doute des difficultés dans la période de travaux. Déjà, pour anticiper les difficultés, l'essentiel, c'est d'informer les riverains. On va multiplier et les réunions, et les communications, les diffusions d'informations à destination des riverains. C'était une des questions. D'accord, allez-y. Il y a eu dernièrement une réunion d'information le 8 octobre 2021 au Bourget. Est-ce qu'il est prévu justement d'autres réunions, et comment vous faites pour impliquer la population dans ces aménagements? Alors notamment sur les trottoirs, les passages piétons, les cyclistes. Alors comment ça va être mis en place ça pour nous, ce qu'on sait, moi, le diagnostic que j'ai fait en arrivant à la responsabilité qui est la mienne au département, c'est qu'on est très perfectible en la matière. C'est que le conseil départemental, ça a beau être des élus des territoires du département, on est une collectivité plus lointaine des habitants que les villes. Donc
La première chose, c'est qu'on s'appuie systématiquement sur les communes pour avancer ensemble et pour concerter les riverains. On veut s'améliorer. Moi, je veux qu'on s'améliore sur cette question de la concertation. Typiquement, dans le cas d'espèce du Bourget, on a eu une première réunion, vous le disiez, au mois d'octobre. Il y en aura une nouvelle au mois d'avril, au moment où les travaux préparatoires ont commencé à se déployer, où on va rentrer progressivement dans le dur. Là, on sera sans doute moins dans la concertation que dans l'information. Toujours est-il qu'à chaque étape, il y a des choses qui sont modulables, il y a des choses qui sont corrigeables. Il y en a de moins en moins à mesure qu'on avance dans un projet, mais enfin l'idée c'est toujours d'avoir cet échange avec les riverains. On échange régulièrement parce que il y a évidemment le travail avec les riverains, mais il y a aussi le travail qu'on peut avoir de service à service avec les collectivités, les villes en l'occurrence, et ils sont nombreux avec la ville du Bourget puisque c'est la première sur le plan chronologique, des échanges politiques qu'on peut avoir avec les maires, et en l'occurrence avec Monsieur Borsali, avec lequel j'ai eu l'occasion de m'entretenir, parce qu'on a toujours des choses à ajuster, des choses à arbitrer, et lui-même se fait, et c'est tout naturel, le relais des préoccupations des habitants que lui rencontre quotidiennement, et ce sera la même chose avec Bertrand Kern à Pantin, avec Karine Franclay à Aubervilliers, ou avec Gilles Poux à La Courneuve. Donc on fera systématiquement sur chacune des parties du linéaire des réunions de concertation en amont. Vous comprenez bien que sur Aubervilliers et La Courneuve, on n'en est pas là, eu égard au calendrier de travaux que je vous ai énoncé. Sur Pantin et sur Aubervilliers, il y a un dispositif de concertation assez innovant, avec des aménagements transitoires, y compris de mobilier urbain, qui sont co-construits, co-élaborés avec les riverains, selon des modalités assez innovantes, où il y a eu des marches exploratoires avec les habitants, des ateliers in situ. Après, nous, on doit s'améliorer. Les communes doivent aussi s'améliorer et peuvent nous accompagner. Et tout l'enjeu, c'est de faire en sorte qu'on n'ait pas toujours les mêmes riverains, les mêmes profils de riverains, c'est-à-dire ceux qui sont déjà investis dans la vie de leur quartier, qui se mobilisent. C'est pour ça que je voulais rappeler qu'on invite les auditrices et les auditeurs à aller dans ces réunions. Évidemment. Que l'avis de tout le monde est entendu, et que voilà, il suffit pas d'avoir tout le temps les mêmes qui sont impliqués et qui connaissent très bien. Exactement. Voilà, ceux qui, les experts, c'est ceux qui utilisent leur territoire aussi. Moi, je trouve que la limite de tout ça, c'est qu'on a des gens très investis avant ces projets, qui sont ceux qui s'investissent dans ces projets, et donc on a des projets qui sont concertés avec ceux qui sont déjà très investis. Or, les habitants des territoires sont divers, et on a besoin de l'ensemble des opinions. Après, moi je suis très clair aussi, concertation, c'est on entend, on écoute, on discute, on confronte les points de vue, mais à la fin, on ne peut pas avoir des projets qui sont le reflet de l'addition de chacun des points de vue. On essaie, et à la fin de nous mettre d'ouvrage le département en lien évidemment avec les villes, on doit aussi trancher, arbitrer un certain nombre de sujets. Si la question qui est posée dans ces réunions de concertation, c'est comment est-ce qu'on concilie les usages de chacun, et comment est-ce que tout en faisant de la place aux cyclistes, aux piétons, aux usages y compris d'agrément sur le linéaire de cette XRN2 avec les usages des automobilistes qui vont continuer d'exister, pas de problème pour prendre le sujet de cette façon. Mais si des gens viennent poser pour préalable le fait qu'il faut maintenir autant de voies de circulation pour les voitures, autant de stationnement pour les voitures, ça va être compliqué. En faisant fi de l'enjeu climatique, en faisant fi de l'enjeu de la qualité de vie pour les habitants, et en faisant fi de la tendance générale qui est à l'apaisement de nos espaces publics, moi je les écouterai, les services du département les écouteront, mais pour le coup il y a quand même une philosophie, et la philosophie globale, c'est de dire on veut pacifier, on veut apaiser, on veut partager, et je l'assume, on veut progressivement, sans faire les choses de façon brutale, que la voiture prenne de moins en moins de place dans nos villes, parce qu'il y a un enjeu de santé, parce qu'il y a un enjeu de qualité de vie, et parce qu'il y a un enjeu y compris de pouvoir d'achat derrière pour celles et ceux qui souhaitent se déplacer, et ils sont nombreux sur ce territoire. Alors, dans les nouveaux aménagements, vous avez parlé donc des trottoirs, des vélos, etc., et les végétaux, voilà, pour avoir des espaces, des rues plus agréables, ombragées aussi, ramener un peu de fraîcheur. Qu'est-ce qui est prévu ?
Alors typiquement, là je vais vous parler du Bourget parce que c'est la partie sur laquelle on a le plus avancé. On est obligé, en certaines circonstances, quand on réaménage, d'abattre des arbres. On fait toujours le maximum, sur tous les projets du département, sur la question du T1 par exemple, sur la question du Tzen, donc entre la porte de Pantin et Pavillon-sous-Bois. Et donc là, dans le cas d'espèce, sur la question de l'ex-RN2, on fait toujours le maximum pour éviter les abattages. Parfois on y est obligé, mais systématiquement, et c'est la doctrine du département, on replante davantage qu'on a abattu. Donc là, sur le Bourget, on a 35 abattages qui sont prévus, 54 arbres qui seront replantés, et surtout 2900 arbustes et 21 000 plantes vivaces qui seront plantées dans des zones désimperméabilisées sur le secteur de l'ex-RN2, mais également sur ses pourtours. L'idée étant vraiment de travailler à une plus-value végétale. Donc on préserve tout ce qu'on peut préserver, notamment quand les arbres sont en bonne santé et présentent des états de développement satisfaisants, parce que moi je suis conscient, un arbre vaut pas un arbre. Un arbre centenaire vaut pas un arbre de quelques années qu'on vient planter. Après, l'arbre va se développer sainement. Et aujourd'hui, on sait faire quand même, on sait planter un arbre. C'est pas du tout ma spécialité, mais j'ai un collègue, Belaïd Bedreddine, élu de Montreuil et donc vice-président à l'écologie urbaine du département, qui est très 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 attentif à ces questions. Je le suis aussi, et tous les collègues de la majorité départementale le sont, mais lui en particulier suit ces sujets avec beaucoup d'attention. L'idée, c'est de permettre des développements futurs harmonieux et de garantir l'état phytosanitaire des arbres sur le long terme. Et donc, on fera toujours plus maintenant sur le végétal. Il n'y a pas un projet qui sera moins 10 ans sur le végétal. Pour des raisons, vous l'avez dit, de lutte contre les îlots de chaleur. On a des aménagements, c'est historique sur le département. Et moi, qui suis élu de Saint-Denis, je suis bien placé pour le savoir, qui sont extrêmement minéraux, où la place de l'arbre a été minorée. C'est historique et regrettable. Oui, et il n'y a pas un îlot de fraîcheur autour de certains immeubles. Et donc là, l'enjeu, c'est ça. C'est aussi d'adapter notre territoire au changement climatique, là encore, de travailler à davantage de qualité de vie au quotidien pour les habitants. Il y a la question de l'ombre, il y a la question de la respirabilité, il y a la question de la captation de ce qui va malheureusement continuer à être généré en termes d'émissions de CO2, même si maintenant on est sur une trajectoire baissière et que nous on veut amplifier cette trajectoire baissière. Mais oui, évidemment, le maximum est fait, y compris en travaillant à une diversification des essences et de pas être simplement on plante un même arbre, une même essence d'arbre sur l'ensemble de la linéaire. Bon, c'est joli, les allées de peupliers sur les grandes voiries en province, mais chez nous, on veut quelque chose, où y compris on peut partir à la découverte dans sa propre ville de la diversité des essences végétales qui peuvent pousser sur nos territoires. Oui, puis quand il y en a un qui est malade, il va rendre malade tous les autres. Exactement. De la même espèce. Exactement. Alors, dernière question. Peut-être un petit peu plus complexe, qui revient souvent dans des réunions et chez les citoyens, c'est qu'est-ce que ça va coûter tous ces travaux et la répartition. Le département, combien il prend là-dessus et puis quels sont tous les financements. Alors, il y a deux tranches, je vous le disais, il y a on va découper les choses de deux façons. Il y a d'abord la partie bourgetine, donc celle qu'on traite en priorité, qui est assurée dans son immense majorité par un financement de la Solideo, donc dans le cadre de l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques. Je le dis parce que on entend beaucoup, et moi je suis pour entendre tous les points de vue, et je crois que c'est très bien qu'on ait le débat sur la question, mais que les JOP en Seine-Saint-Denis, ce serait un héritage finalement assez faible pour le territoire. Au-delà des équipements sportifs nombreux qui sont soit créés, soit rénovés. Je pense notamment au parc des sports du Bourget, mais pas que. Là, on parle du Bourget, donc le parc des sports du Bourget qui va être totalement reconfiguré parce qu'il va accueillir en son sein les épreuves d'escalade. C'est aussi un héritage matériel en termes d'espace public. Encore une fois, l'élu de Saint-Denis qui vous parle se satisfait pleinement, par exemple, qu'on puisse avoir demain enfin un franchissement piéton et cyclable entre Saint-Denis et l'île Saint-Denis, alors qu'aujourd'hui, entre le pont de Saint-Ouen et le pont de Saint-Denis, il y a quasiment 4 km et que les deux villes qui pourtant se font face ont tendance à s'ignorer. Donc ça fait partie des éléments d'héritage. Et donc, pour répondre à la question, 11 millions d'euros mis sur la table par la Solideo pour la requalification de la RD 932 sur la partie du Bourget. Nous, département là-dessus, on concourt au financement de la Solideo. Donc, en gros, ça représente 25
25% de ces 11 millions, donc 3,6 millions d'euros. Mais pour un projet de requalification de façade à façade qui va reconfigurer totalement une ville qui est aujourd'hui coupée en deux. Le Bourget, vous passez du flanc est au flanc ouest de cette ex-RN2, de la RD 932, c'est deux parties de ville. Là, l'idée, c'est que les deux parties de ville, elles fassent plus qu'une. C'est même pratiquement deux villes différentes. C'est pratiquement deux villes différentes, administrées par un même maire et un même conseil municipal, mais avec des usages du quotidien qui sont extrêmement différents. Donc 3,6 millions d'euros sur ce secteur-là. Et sur le secteur Aubervilliers-Pantin, le coût total est de 14 millions d'euros. 8 millions qui viennent du département, du conseil départemental, 4 millions de la région Île-de-France et 2 millions de l'État. C'est tout à fait normal, là aussi, que l'État contribue à ce projet. On s'est battu pour que ce soit le cas, parce que je rappelle que cette route départementale 932, c'était, on l'a dit en introduction, l'ex-route nationale 2, et qu'elle a été transférée au même titre que la RN1 ou la RN3, par exemple, au département au début des années 2000, dans un état, faut le dire, pas loin du lamentable. Et donc aujourd'hui, c'est justice que l'État vienne contribuer au financement de sa requalification. Ça faisait longtemps que l'État n'avait pas investi sur cette route nationale. Exactement, et c'est la même chose sur la RN3. C'est un peu différent sur la RN1, pour le coup, qui, en tout cas pour sa partie entre Saint-Denis et Pierrefitte, a été requalifiée avec le T5. Mais sur la RN3, le projet l'ex-RN3, donc la RD 933, le projet de Tézen, qui est porté par le département, qu'on a considérablement revu justement pour préserver les espaces végétaux, les alignements d'arbres et pour faire une place bien plus conséquente que ce qui était initialement prévu aux mobilités actives, va nous permettre de requalifier en profondeur cette ex-RN3. Donc on va faire la même chose, si je puis dire, que sur la RN2, sauf que la clé d'entrée du projet sur la RN3, c'est le Tézen, donc ce bus à haut niveau de service qui permettra de faire Paris, Porte de Pantin, Pavillon-sous-Bois, avec un temps de trajet qui sera divisé par 2 et des aménagements qui seront beaucoup plus qualitatifs. Et c'est une attente forte des villes et des habitants de Pantin, de Romainville, de Bobigny, de Bondy et de Pavillon-sous-Bois. Eh bien, en tout cas, maintenant, on sait qu'il n'y a pas que le département qui va financer cette ex-route nationale 2. Non, oui. Certains y pensent, certains le croient. Eh bien, on arrive à la fin, Monsieur Dupré. Merci. Merci à vous pour l'invitation. Vous avez été très clair. Vous avez tout expliqué formidablement. Et je vous dis à bientôt. À bientôt, Monsieur Boissier, ravi. Et je serai tout à fait disponible si vous voulez m'interroger dans les mois qui viennent sur d'autres projets ambitieux que le département porte en matière de mobilité. On aura l'occasion. Il y aura plein de choses qui vont se faire sur le département. Merci. Au revoir. À bientôt. Au revoir.